2 tireurs d'élite mercenaires, inconnus l'un de l'autre, seront bientôt envoyés pour contenir l'assaut de créatures mystérieuses et terrifiantes dans un canyon, mais il leur est strictement interdit de communiquer entre eux. Le film commence avec Drasa, une tireuse d'élite lituanienne, qui élimine un puissant oligarque biélorusse et marchand d'armes. Ensuite, l'intrigue passe à Levi, un ancien marine et tireur d'élite souffrant d'insomnie et de stress post-traumatique. Il passe une nuit solitaire sur une plage, plongé dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il reçoive un message l'appelant sur une base militaire. Arrivé sur place, Levi rencontre une femme mystérieuse nommée Bartolomé. Il suppose qu'elle est une agente secrète de haut rang. Au cours de leur conversation, il révèle qu'il n'a pas de proche, qu'il a été déclaré inapte au service, et qu'il n'a pas contesté cette décision, ayant perdu tout sens à sa vie. Bartolomé lui propose une chance de trouver un nouveau but. Pendant ce temps, Drasa rend visite à son père gravement malade près de la tombe de sa mère. Il sait déjà qu'elle a été repérée par des caméras de drone lors de sa dernière mission. Comme toujours, son père prend la douille de sa balle, prenant symboliquement sur lui toute sa honte. Drasa annonce qu'elle a été convoquée par ses supérieurs à Moscou et qu'elle disparaîtra pendant 1 an. Cependant, son père, atteint d'un cancer, lui révèle qu'il a déjà choisi la date de sa mort. Il se suicidera le jour de la Saint-Valentin. Il lui demande d'allumer une bougie ce jour-là pour lui dire adieu. En septembre, Levi se retrouve dans un hélicoptère. On lui confisque son smartphone, son passeport et sa montre, puis il est parachuté dans une région pittoresque. La zone de destination est une zone d'exclusion aérienne. Il doit donc parcourir 38 km à pied à travers les montagnes. Là-bas, il est accueilli par un militaire nommé JD, que Levi vient remplacer. JD est ravi de le voir, n'ayant pas parlé à quelqu'un en personne depuis 1 an. Il montre à Levi sa nouvelle maison pour les 365 prochains jours. Un poste d'observation occidentale autonome, équipé de générateurs, de panneaux solaires et même d'un potager. De l'autre côté du canyon se trouve le poste d'observation orientale, où, d'après les mouvements, une rotation a également lieu aujourd'hui. Chaque poste est occupé par une seule personne, et tout contact entre eux est interdit. Il n'y a aucune connexion avec le monde extérieur, sauf une communication par radio tous les 30 jours. La mission de l'observateur est de patrouiller quotidiennement le périmètre, de vérifier l'intégrité des clôtures, de recharger les tourelles automatiques et les mines suspendues, ainsi que de contrôler les brouilleurs satellites qui camouflent le canyon du monde extérieur. Si les brouilleurs tombent en panne, ou si une intrusion a lieu dans le canyon, un système de défense automatique s'active, déclenchant le protocole « chien errant ». JD ignore ce qui se passerait alors, mais en cas d'alerte, il faut fuir le plus loin possible du poste. Ce site a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Les pays occidentaux et orientaux ont conclu un accord secret pour dissimuler cet endroit. Même les présidents des États-Unis et de la Russie ignorent son existence. Le canyon est gardé par un représentant de l'Ouest et un de l'Est. La mission principale de l'observateur est d'empêcher les créatures, appelées « hommes creux », de s'échapper. Personne ne sait qui ils sont, ni d'où ils viennent. À la fin des années 40, 2400 cavaliers y furent envoyés pour une opération de nettoyage, mais aucun n'en revint. Depuis, la stratégie est passée au confinement. Tout ce que JD sait sur cet endroit, il l'a appris de son prédécesseur. Le lendemain matin, JD fait ses adieux et se dirige vers le point d'évacuation. Il s'accroche au câble d'un hélicoptère, mais au lieu de le hisser à bord, on le remercie pour ses services et on l'abat. On informe Bartolomé que la rotation est terminée. Il semble que c'était le sort de tous les observateurs précédents. En mai 1970, octobre, Levi continue d'exécuter ses tâches quotidiennes routinières. Lors d'une session de communication radio, il confirme que la situation est calme et tente de poser une question à son contact, mais la session est abruptement interrompue. En explorant la bibliothèque du poste, il remarque des citations gravées sur le mur, laissées par ses prédécesseurs. La plus ancienne date de 1947. Un jour, il entend le bruit d'une tronçonneuse et décide d'observer l'autre côté du canyon à travers ses jumelles. Là, il aperçoit Drasa. Elle ressent qu'on l'observe et se retourne, visiblement agacée. En novembre, Drasa célèbre son anniversaire avec un gâteau et une bouteille de champagne. S'ennuyant, elle décide de s'amuser en montrant ses talents,
de séduction à l'aide d'un pistolet et d'une pancarte avec un marqueur. Ainsi, ils font connaissance et trinquent à l'anniversaire de Draza. Draza met de la musique et danse, invitant son voisin à montrer ses talents de danseur. Levi répond par écrit qu'il ne sait pas danser, mais qu'il est excellent tireur. Draza prouve qu'elle n'est pas en reste, et tire avec précision sur la flasque de vodka de Levi. En réponse, il détruit sa bouteille de champagne. Une lutte symbolique contre l'alcoolisme. Lorsqu'elle place une nouvelle bouteille sur sa tête, elle remarque que des projecteurs s'allument sur la paroi opposée du canyon, et en informe Levi. Levi scrute le bas du canyon et voit des monstres, semblables à des arbres, escalader la paroi. Il ouvre le feu sur eux. Les mines suspendues explosent au contact des créatures. Draza ne reste pas inactive et tire avec une mitrailleuse pour l'aider. À peine ont-ils repoussé les créatures sur la paroi occidentale qu'un monstre mutant atteint la tour de Draza. Elle se défend, le repousse dans le vide, mais un assaut commence sur sa paroi. Une mine explose et un éclat la blesse à l'épaule. Levi intervient, tirant avec une mitrailleuse sur la paroi orientale. Les tourelles automatiques des deux côtés s'activent et les mines explosent, transformant la scène en un combat cosmique. Les défenseurs du canyon remportent la victoire et Draza écrit à Levi que c'était son meilleur anniversaire. Le lendemain, Levi répare les fortifications et remplace les mines. Soudain, un drone non identifié surgit du canyon et reste en vol stationnaire. La tourelle s'active mais n'ouvre pas le feu. Le drone s'éloigne rapidement. Les deux observateurs échangent un regard, perplexes, car c'est la première fois qu'ils voient un drone ici. En décembre, Levi décore un sapin près de sa tour avec des guirlandes lumineuses et accroche une note pour féliciter Draza pour Noël. Malgré le canyon qui les sépare, une connexion chaleureuse s'est établie entre eux. Ils fabriquent des bonhommes de neige en l'honneur l'un de l'autre et jouent même aux échecs en indiquant leurs coups sur des pancartes. Il est évident qu'ils sont tombés amoureux, échangeant des regards, même la nuit. Le 14 février arrive. Draza allume une bougie, triste, sachant que son père s'est donné la mort. Elle écrit à Levi que c'est une journée difficile et qu'elle souhaiterait qu'il soit à ses côtés. Levi décide qu'il est temps de mettre fin à cette relation à distance. Il retire la fusée d'un obus de lance-grenade, y attache un mousqueton, fixe solidement une corde à la base en béton et la lance de l'autre côté. Draza éteint rapidement l'obus et sécurise la corde à un arbre. Levi propose de dîner ensemble et cueille un modeste bouquet de fleurs sauvages. Il s'attache à la corde avec un mousqueton et traverse le canyon. Arrivé de l'autre côté, il complimente les beaux yeux verts de Draza. Mais elle l'envoie prendre une douche, disant qu'il sent le chien mouillé. Ils dînent, discutant de leur travail et de leur passé. Levi révèle qu'il fait partie des 5 meilleurs tireurs d'élite au monde, ayant abattu une cible à 3241 mètres. La soirée se termine par une danse qui mène à une intimité partagée. Plus tard, Levi avoue qu'il a écrit un poème pour elle, mais refuse de le lui lire. Le lendemain matin, Levi retourne de son côté pour la session de communication radio. Cependant, les monstres lancent une attaque. Une explosion de mine rompt la corde, et Levi tombe dans le canyon brumeux, parvenant à ouvrir son parachute à temps. Draza attrape son parachute et saute dans le canyon à sa suite. Elle atterrit dans une rivière tumultueuse, perdant son treuil électrique portable. Levi reprend conscience, suspendu la tête en bas dans un arbre, attaqué par une scolopendre monstrueuse. Il se défend, tombe sur les racines de l'arbre, qui s'effondrent comme des tomates écrasées. C'était la gueule d'un monstre. Une substance visqueuse l'englue, mais Draza arrive à temps, abattant les crocs de la créature pour le libérer. Couple s'enfonce dans une forêt terrifiante, cherchant la corde rompue sur la paroi orientale. Soudain, des cavaliers mutants armés de sabres surgissent du brouillard. Les héros triomphent difficilement de l'affrontement. Draza réalise qu'elle a perdu son treuil électrique, sans lequel ils ne peuvent escalader la falaise de 500 mètres. Ils doivent trouver une autre sortie. En examinant les corps des mutants, Levi comprend qu'ils sont les restes de la cavalerie disparue. Horrifié, il réalise que ces créatures auraient dû être mortes depuis longtemps. Il continue à travers la forêt, entouré d'arbres macabres, à moitié composés de squelettes. Levi comprend pourquoi on les appelle « hommes creux », en référence au poème de T.S. Eliot sur des êtres coincés entre la vie et la mort. Ils arrivent dans un village abandonné, où flottent de vieux drapeaux britanniques, soviétiques et américains.
Le sol est fissuré, comme après un tremblement de terre. Entendant des cris, ils entrent dans une église où gisent des squelettes tenant du cyanure, signe d'un suicide collectif. Des araignées crânes et des hommes creux les attaquent. Ils s'échappent vers la paroi du canyon et découvrent un bunker. À l'intérieur, un laboratoire scientifique abandonné. Ils trouvent une pellicule où une scientifique explique qu'en 1946, après l'invention de la bombe atomique, une coalition secrète Est-Ouest a développé une arme biochimique. Un tremblement de terre a provoqué une fuite du toxine, fusionnant l'ADN des humains, animaux, plantes et insectes. Une exposition courte limite les risques de mutation. Si aucune mutation n'apparaît après 5 jours, la personne est saine. La scientifique montre une mutation sur son ventre. Levi découvre des ordinateurs modernes portant le logo de Dark Lake, une compagnie militaire. Le canyon n'a pas été détruit car l'entreprise collecte des échantillons de mutants via des drones pour créer des super soldats. Il trouve aussi des informations sur le protocole Chien errant. Son activation déclencherait une bombe nucléaire, détruisant tout dans un rayon de 4 km. Il décide de fuir, mais Levi confesse à Draza qu'il ne regretterait pas de mourir ici, car il l'a rencontré. Les mutants, tactiquement intelligents, volent le sac de munitions de Draza pour la tirer. Lorsqu'elle s'approche, un cavalier l'attrape avec une corde et l'emporte. Levi part à sa recherche et atteint une silo à missiles d'où s'échappe une fumée chimique rouge, expliquant le brouillard du canyon. Draza, suspendu, parvient à se libérer et affronte un mutant armé d'un sabre. Levi arrive à temps et l'élimine. Ce monstre était le premier observateur de la tour occidentale, auteur de la première citation sur le mur. Ils sortent du silo et découvrent une fusée endommagée, source de la fuite chimique originelle. Autour, un organisme vivant, fait de restes humains, s'est développé. En le perturbant, ils doivent utiliser une grenade, et l'organisme brûle en hurlant. Ils trouvent un garage avec de vieux véhicules. Levi propose d'utiliser le treuil d'un jeep comme ascenseur. Il fixe la corde au treuil, et le jeep grimpe lentement la paroi. Des dizaines d'hommes creux escaladent derrière eux. Levi perce un bidon d'essence et enflamme le carburant coulant sur les monstres avec une fusée de détresse. Le feu atteint le jeep, qui explose. Ils s'accrochent à la corde, coupant le jeep en flammes. Arrivés en haut, ils soignent leurs blessures. Levi comprend pourquoi il a été choisi. Sans proches, il est facile à éliminer. Mais maintenant, il a une raison de vivre. Draza propose de fuir, mais Levi insiste pour détruire le canyon, sinon d'autres prendront leur place. Et la menace persistera. Le lendemain, Levi retourne à sa tour avec un fusil à grappin de l'arsenal oriental. Lors de la session radio, Bartholomé l'interroge sur une descente dans le canyon. Il ment, disant non. Elle ordonne d'éliminer l'observateur oriental, ayant vu les enregistrements du laboratoire, et annonce l'envoi d'une équipe. Les 2 tireurs minent les brouilleurs satellites des 2 côtés. Un hélicoptère apparaît, suivi de drones armés. Ils abattent les drones et se mettent à l'abri à 4 km. Bartholomé et un soldat découvrent le mur de citation dans la tour occidentale, la dernière étant de Levi. On ne peut cacher longtemps 3 choses, le soleil, la lune et la vérité. Les tireurs détruisent les brouilleurs avec des tirs précis. Une sirène retentit, et le protocole Chien errant s'active. Bartholomé saute dans l'hélicoptère, mais une explosion nucléaire ravage tout dans un rayon de 4 km, y compris l'hélicoptère. L'onde de choc projette Levi dans une rivière. Draza l'attend 5 jours, confirmant qu'elle n'est pas infectée. Elle part en France, où elle ouvre une enveloppe contenant le poème de Levi. En avril, serveuse dans un café, elle voit Levi s'asseoir à une table. Il s'excuse pour son retard, et ils s'embrassent passionnément. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez du film La Gorge. Likez et abonnez-vous à la chaîne.